Les métiers sont-ils les laissés pour compte de l'agilité? Comment les embarquer dans l'agilité? Ah, grande question. Déjà, j'ai lu pas mal vos commentaires. Il y a pas mal de choses assez pertinentes. Il y a notamment l'event storming qui remonte à plusieurs reprises, qui clairement, c'est son rôle, en tout cas, c'est vraiment une de ses vertus, d'aligner tout le monde sur comment on travaille, comment ça se passe. Et je vous dirais même, pour avoir tourné le value stream mapping ce matin, c'est assez similaire dans l'esprit. Bon, le value stream mapping, on sent que ça vient du lean. C'est très orienté process, temps de production, ressources utilisées, comment on optimise ça, comment on réduit les déchets. Alors que l'event storming vient plus du monde du logiciel, etc. Et donc il y a un côté un peu plus fluide, un peu moins cadré, pour vraiment, où le but c'est vraiment d'aligner tout le monde sur ce qu'on veut faire, comment on le fait, plus que modéliser le processus pour l'optimiser. Où là c'est vraiment le rôle du value stream mapping. Après je pense que les deux sont complémentaires, mais je trouve une certaine similitude entre les deux. Donc voilà, alors peut-être je vous remets peut-être dans le contexte, parce que là on parle d'event storming, qu'est-ce que c'est? Donc en gros c'est un atelier où on va se retrouver et on va faire une timeline du temps et on va noter les différentes activités, ou plutôt les différentes choses qui arrivent, les événements, event storming, et qui sont les personnes impliquées à chaque fois, puis après comment c'est les liens entre les éléments, voilà. Donc il y a vraiment ce côté, on y est tous et on s'approprie chacun le process des autres, et on s'aligne. Donc effectivement, c'est une manière qui peut permettre d'aligner entre ceux qui produisent, voilà, ceux qui font l'agilité, et puis les gens du métier, qui ont des grandes idées, etc. Alors dans les commentaires, il y a aussi pas mal d'autres choses assez intéressantes sur... je vais me remettre en grand. Voilà. Hop, oups, je me perds dans mes... Voilà. Je suis encore jeune et débutant dans mon matériel, dans mon setup. Il y a cette idée qui est très 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 paradoxale et qui est bien formulée dans les commentaires, c'est oui mais il ne devrait pas y avoir ce problème de on a oublié les métiers dans l'agilité, parce qu'en fait le cœur de l'agilité, créer de la valeur, etc., etc., elle tourne autour de ces personnes. En gros, quand on dit les métiers, quelque part, c'est les clients internes. Donc effectivement, si on était fidèle à l'esprit de l'agilité, il devrait être au cœur. C'est une évidence. Il devrait être au cœur, il devrait être embarqué, il devrait être au milieu de tout ça. Et effectivement, souvent, c'est pas le cas. Alors bon, si vous venez là toutes les semaines, vous allez avoir l'habitude un peu du point de vue que je prends sur les choses. C'est aussi le système qui fait ça. Ces personnes-là, on ne les a pas impliquées. Pourquoi on ne les a pas impliquées? En fait, c'est les silos qui existent toujours. Si on a fait l'agilité dans la DSI, qu'on l'a gardé dans la DSI, oui, on n'embarque pas le reste du monde. Et le problème qui se passe, c'est bien que on doit se protéger de ce reste de monde pour réussir à avancer. Parce que sinon, les demandes qui viennent de n'importe où, n'importe comment, dans n'importe quel ordre, tout est urgent, on n'en sort pas. Donc on a tendance à se protéger. Et en même temps, cette bulle de protection, elle peut avoir un effet justement très pervers on oublie ces personnes pour qui on travaille, on oublie que c'est elles qui sont au cœur, et on n'est pas du tout dans la logique de collaboration, où on ferait partie de la même équipe, mais vraiment dans la logique de non, ça c'est nous, ça c'est vous, et on a un contrat d'interface clair. Voilà. Il se trouve que souvent dans les entreprises, la culture, elle n'est pas forcément là, et donc c'est très dur d'entrer dans cette dynamique où on collabore réellement avec ces autres personnes. Et on a tendance à se restreindre dans ouais, mais pour que ça marche, il ne faut pas qu'on se fasse pourrir par ce reste du monde. Donc on va mieux les cadrer, voire on va mettre des intermédiaires. Le fameux product owner, est-ce qu'on en a besoin? Ça fera écho à une autre question qu'on ne traitera peut-être pas aujourd'hui, mais qui pose la question. En somme, tu es dans une DSI, il y a un product manager, un product owner dans la DSI. C'est quoi son rôle par rapport au métier, etc. Ou inversement, si lui il fait tout le rôle, du coup c'est quoi le rôle du métier? Eh ben oui, parce que là sur ce cas de figure c'est clair, il ne devrait pas y avoir les deux. Soit on n'a pas de product owner parce qu'on travaille directement avec les gens qui ont besoin,
Je vous invite à regarder l'épisode qu'on a fait avec Frédéric Leguédois, qui explique très bien comment en fait on peut se passer de product owner en allant avec un représentant d'utilisateur, avec le client et on échange. Alors dans les commentaires, certains précisent, en fait au contraire c'est complètement un product owner, c'est juste qu'on lui dit jamais qu'il est product owner. Voilà, il y a ça. Ou alors on a un product owner, mais il a un vrai rôle à jouer. Et dans ce cas-là, autant que ça soit justement ces personnes de métier. Donc on en revient clairement, c'est la culture et compagnie qui fait qu'on les oublie, ces personnes-là, parce que on a ces biais naturels. On est les exécutants, donc c'est nous qui avons mal, c'est nous qui souffrons, et là l'agilité, solution miracle. Voilà, on va mieux travailler, on va prendre de la hauteur, on va réfléchir, donc c'est super, donc on le met en place. Potentiellement ça marche mieux. Par contre, on est quand même assez contraint, assez limité. On reste au fait qu'on a juste agilisé voilà, l'IT, la DSI, voire même qu'une équipe dans tout ça. Et le reste de l'entreprise, on l'a un peu oublié, mais oublié ou pas. Parfois, c'est très volontaire, on s'en est complètement isolé. Parce que c'est très toxique la relation qu'on a, et elle peut casser. Bon, maintenant ça ne dit pas qu'est-ce qu'il faut faire, hein, n'est-ce pas, quand je vous dis tout ça. Donc, pour revenir à la question, est-ce que ce sont les laissés pour compte de l'agilité? Non, je dirais pas ça. Je dirais juste que c'est quand ils sont dans un environnement toxique, c'est souvent eux qui sautent, ouais. Parce que mécaniquement, quand on construit quelque chose, quand on est dans le dur, on évolue sur quelque chose qui nous motive à aller vers l'agilité plutôt que de faire de la politique. Côté métier, c'est un peu plus compliqué de se défaire de ça, entre guillemets. Maintenant, effectivement, c'est pas de leur faute. Et ça n'a jamais été l'état d'esprit dans l'agilité. Donc ensuite, comment on va les embarquer? Effectivement, en Scrum, il y a, je vois ça dans le chat, il y a quand même quelque chose qui est clairement, qui sert à ça dans Scrum, c'est la revue d'itération. J'en avais évoqué d'ailleurs au dernier live la semaine dernière, la revue d'itération, elle a plusieurs rôles. Elle a un rôle de, ça c'est assez annexe, vérifier qu'on a bien travaillé. Voilà, normalement ça doit même pas vraiment exister. Elle sert à avoir du feedback, c'est quand même surtout à ça que ça sert. Hein. Regardez, ça marche, comment ça tourne, vous en pensez quoi? C'est quoi la version suivante qu'on doit faire, si je caricature. Et c'est aussi le moment idéal pour évangéliser Scrum. Pour dire, venez, voyez, nous ça marche comme ça, notre board, to do, done, machin, etc. Ça bouge comme ça quand quelqu'un a fini, prend une tâche ou pas, ou l'équipe sur synchro toutes les semaines, etc. On échange beaucoup. On va dans le dur. Oui, on a eu des problèmes, on a réfléchi, on a trouvé une solution, on a mis ça en place, etc. Et c'est le meilleur moyen d'évangéliser, alors que ce soit d'autres équipes, que ce soit les stakeholders, les managers, les directeurs, mais aussi effectivement ces autres entités à côté, qui voient, c'est comme ça que vous marchez, vous faites ça, mais c'est pas si bête. Parfois, ils auront envie même de s'en inspirer. Je pourrais peut-être mettre Scrum dans mon équipe marketing. Ou parfois, justement, d'aller plus loin. Et ça ressort, ça devrait sortir pendant ces revues d'itération. Oui, on n'a pas implémenté vraiment ce qu'on avait dit, mais en même temps, tout ce qu'on avait, c'était une spec. Il fallait qu'on échange, on a perdu beaucoup de temps en aller-retour, et au final, etc. Est-ce qu'on peut pas trouver une manière de travailler où on est là ensemble au moment où on a besoin d'avancer ensemble? Et là, on les emmène. Et eux, vous inquiétez pas, ils se chargeront de faire l'inverse aussi, de se dire, nous on a ce genre de type de problème, comment on peut vous impliquer dedans pour que ça avance? Voilà. Et là, il se passe énormément de choses. Par contre, effectivement, il faut qu'ils soient là, donc il faut les inviter, mais il faut qu'ils viennent. S'ils ne viennent pas, ça pose d'autres questions. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre à faire qui est plus important? Là, on retombe dans toutes les notions de jeu politique, il faut travailler sur autre chose, c'est la productivité à tout va qui compte, et puis du coup, vos réunions, ça ne me sert à rien, etc. Et puis, en filigrane, c'est quoi, sur quoi ils sont objectivés, c'est quoi la rémunération RH, et ainsi de suite. Dire, il y a des gens, s'ils sont payés à l'aspect qu'ils livrent, et non pas au logiciel qui fonctionne en bout de chaîne, qu'est-ce qu'ils s'en fichent de la review? C'est l'aspect livré qui compte. Je caricature, mais vous voyez mon point. Donc voilà, ça c'est quand même des pistes. Déjà, effectivement, la sprint review. Après, oui, on a aussi ces ateliers, comme on a cité l'event storming.
Et d'autres, hein, effectivement, User Story Mapping. Normalement, User Story Mapping, c'est pas un outil de PO ou un outil que de PO, dans le sens où, évidemment, c'est avant tout le PO, c'est pour dans sa trousse à outils, mais les intervenants d'une session de User Story Mapping, c'est pas le PO tout seul. C'est bien sûr aussi l'équipe de développement, mais aussi et surtout les stakeholders, les métiers, ainsi de suite, et tous les experts qui peuvent y avoir dans la boîte qui ont quelque chose d'intéressant à dire ou à demander, ou ainsi de suite. Ça, c'est aussi extrêmement puissant, effectivement, quand on a une belle story map qui est affichée quelque part, de la montrer, ça passe du sens, on la voit bouger d'un sprint à l'autre, et on en revient sur la review. En revue, c'est peut-être qu'en revue, on montrerait la story map. Et on verrait, maintenant on a fait ça, maintenant on a toujours ça à faire, on s'est dit ça, du coup on a fait changer ça, et ainsi de suite. Et là, on a un cadre où la collaboration, elle peut arriver. Elle peut arriver. Où il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'efforts pour que ça arrive.